Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Alors nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et nous sommes le 9 avril, donc la veille du 10 dont on parle maintenant, dont on parle en compagnie d'Apolline. Bonjour à toi Apolline, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Eh bien, on est ravis de te recevoir. Voilà de quoi nous allons parler, mais avant que l'on entre dans le sujet de Emiliano Zapata, puisque c'est de son souvenir dont on va parler et de son héritage, eh bien, voudrais-tu te présenter ? Oui, alors merci beaucoup de m'inviter et de prendre la parole. Alors, je m'appelle Apolline, je suis née à Genève en Suisse. Je suis donc une femme blanche issue de l'immigration. Mon père est espagnol et ma mère est belge. Et puis, j'ai fait des études universitaires en histoire du cinéma, en sciences sociales. Voilà. Et donc, tu es bilingue français, espagnol au moins. Oui. Alors, le 10 avril, une date symbolique, Emiliano Zapata tombait, criblé de balles, lors d'un guet-apens. En quoi cet épisode de l'histoire du Mexique, ce triste épisode de l'histoire du Mexique, te touche-t-il en particulier ? C'est un peu dur de me sentir visée personnellement, mais disons que je trouve que c'est un moment important dans l'histoire de la Révolution, parce que ça marque la fin de la Révolution déjà. Et je pense que c'est une figure importante, donc révolutionnaire, qui inspire un peuple entier, voire plusieurs peuples sur cette planète. Mmh. Alors, effectivement, tu parles d'inspiration. Peut-on dire que c'est l'héritage, non d'un humain, mais d'une idée, et que c'est devenu un mouvement social, puisque de Zapata au zapatisme, il n'y a qu'un pas. Oui, alors complètement. Je pense que on sait que Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donc les zapatistes ont récupéré, on va dire, le nom de Zapata pour leur propre mouvement. Donc clairement, aujourd'hui, ça désigne aussi un mouvement social. Ensuite, je pense que la mort de Zapata, ça a fait de lui, comme souvent dans l'histoire, un des grands personnages mystifiés comme Che Guevara. Et comme Samir Flores, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était aussi un personnage beaucoup plus contemporain et actuel, puisqu'il a été assassiné en 2018. Et on verra si l'histoire lui rendra hommage de la même façon. Mais c'était une personne qui gérait la radio communautaire à Amilcingo, d'un peuple en résistance contre un méga-projet au centre du Mexique. Et ça mériterait une émission entière, mais pour en revenir à Zapata, donc il représentait un courant dans la révolution mexicaine. Et donc souvent on présente les mouvements sociaux comme des mouvements homogènes, mais pourtant il y avait plusieurs courants dans la révolution mexicaine, et lui, on va dire, son slogan qui était Terre et liberté, ça a été un slogan qui représentait presque de manière pure les idées de démocratie et de la liberté. Et donc, il refusait aussi une prise du pouvoir. Et quand on arrive à la fin de la Révolution mexicaine, ça s'oppose, et ça fait pas bon ménage avec les autres courants qui, eux, veulent prendre le pouvoir, justement. Et donc, pour ça, c'est justement pour... je pense que les révolutionnaires ont voulu renverser le pouvoir, et il y avait un courant qui voulait pas forcément récupérer ce pouvoir, et un autre qui voulait le récupérer et qui a gagné. Et donc, selon moi, c'est pour ça que c'est parce qu'il dérangeait qu'il a été assassiné. Donc, il représentait une voix populaire qui mettait en lumière les contradictions que représente, on va dire, l'institutionnalisation de la révolution. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir, qui va rester ensuite au pouvoir pendant plus de 70 ans, s'est appelé le PRI, donc Parti révolutionnaire institutionnel. Et donc, illustre
exactement ça. Mhm. Alors, c'était entre 1911 et 1919. On va pas refaire cette histoire-là parce qu'elle prendrait effectivement toute une émission. Mais c'était déjà à l'époque un sujet majeur d'inquiétude des députés de droite au pouvoir, que l'idée, justement, ne s'incarne pas dans un humain, mais qu'elle la transcende et qu'elle vienne habiter les aspirations du plus grand nombre. Peut-on dire que c'était le cas? Peut-on dire qu'effectivement, elle fut appropriée par les populations et notamment par les Indiens? Oui, donc je pense que l'incarnation de cette idée par les peuples indigènes ou les peuples autochtones, pas que au Mexique, mais bien sûr que c'est difficile de se défaire totalement du pouvoir et peu importe qu'on soit indigène ou pas. Mais c'est vrai que les peuples indigènes, d'ailleurs, c'est ce qu'ils revendiquent, c'est qu'ils ont résisté quand même à 500 ans de colonisation. Donc ils ont défendu leur culture malgré toute la colonisation et aussi le système capitaliste. Et donc en entretenant des systèmes d'autogestion collective. Et donc, oui, je pense qu'on peut dire que ces idées, elles ont été incarnées par les autochtones, mais en fait, j'aurais aussi envie d'inverser le truc en disant que c'est Zapata qui a eu ces idées-là parce qu'il a fréquenté les indigènes. D'accord. Donc, vraiment, on sent que c'est une lutte intriquée des populations avec lesquelles il partageait en tout cas une partie de la condition. Ouais. Mmh. Alors merci beaucoup pour ces quelques mots de présentation. On va s'arrêter là pour le personnage. J'aimerais en revenir au zapatisme, au mouvement social. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta rencontre avec le zapatisme et qu'est-ce qui t'a mené à t'y intéresser, et non seulement à t'y intéresser, mais à t'y impliquer. Moi, j'ai été très engagée depuis ma jeunesse. J'ai eu une formation, on va dire, de trotskiste. Et puis, j'ai fait rupture avec ce mouvement dont je faisais partie. Après, je regrette pas. Je suis très contente d'avoir eu cet apprentissage parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup de capacité aussi d'analyse et ça m'a aidé aussi pendant mes études. Et théoriquement, voilà, c'était très, très riche. Mais quand je suis arrivée au Mexique, j'étais désorganisée et j'étais pas du tout. Je sais pas que j'étais pas au courant, mais je connaissais pas bien le mouvement zapatiste et puis j'avais en aucun cas l'intention d'aller. Enfin, j'étais pas là-bas pour aller les visiter du tout. Et c'est vraiment un peu par hasard dans une soirée que on me dit qu'il y a un événement qui s'appelle le Comparte et puis que je m'y intéresse. Et puis que j'y vais. Et puis, donc évidemment, par la suite, c'est moi qui m'y suis intéressée, donc c'est pas le pur hasard, disons, mais voilà, au début, le fait d'arriver là-bas, c'était le pur hasard. C'était de la curiosité, un peu comme on peut l'avoir en voyage, disons. Et puis une fois sur place, j'ai pas du tout été, on va dire, séduite comme ça dans les premiers instants. J'ai eu beaucoup de méfiance. Je me suis posé énormément de questions, mais j'ai quand même été très intriguée de comment, en fait, dans la pratique, ils mettaient en place cette autonomie. Et puis, en fait, à force de me poser des questions, à force de me renseigner, j'ai commencé à passer 2 ans à me passionner pour les zapatistes. 2 ans, c'est long quand même. Enfin, c'est beaucoup. Ouais. Alors justement, après ces 2 ans, si on te questionnait sur c'est quoi le zapatisme, comment est-ce que toi, ton ressenti, ton vécu, ton témoignage, comment est-ce que tu le définirais? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué, par exemple? Est-ce qu'il y a des singularités qui ont surgi comme ça par rapport justement déjà à la réalité et à celle à laquelle tu te confrontes à ton retour, mais également à celle qui t'a habité lors de ton engagement trotskiste, par exemple? Et basiquement, ils sont anticapitalistes, ça c'est sûr. Ensuite, franchement, c'est un peu risqué, je trouve, de définir parce que justement peut-être que ce qu'on pourrait dire c'est que justement ils sont libres et puis donc puis ils gèrent ça de manière collective,
Donc, enfin, plein de fois aussi dans leur histoire, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est capable aussi de revenir sur des erreurs ou qui assume totalement le fait qu'ils peuvent se tromper, puis qu'en fait, leur autonomie leur a donné justement ce droit-là, entre guillemets, le droit de se tromper, puis le droit de faire à leur façon. Donc j'aurais envie de dire que voilà, c'est un peuple autonome. Je ne sais pas si c'est une définition suffisamment... Peut-on également, du coup, dire que le dogmatisme n'a pas sa place, absolument pas sa place au sein du zapatisme, et que c'est là également une marque d'ouverture et d'apaisement? Ouais, complètement. Et je pense que c'est une des choses qui m'a particulièrement séduite. Ouais, déjà, ils prétendent pas à une idéologie. Ils s'inspirent de plusieurs, on va dire, courants de pensée. Je sais pas comment on peut les appeler, mais ils se cachent pas leurs influences idéologiques, on va dire, mais ils n'appliquent aucune chose à la lettre et ils le remettent au goût du jour. Et puis voilà, donc ouais, c'est clair qu'on peut dire pas du tout dogmatique. Et puis j'aurais aussi envie de dire que par rapport à ce que ça a pu m'apporter, par rapport, on va dire, à mes engagements par le passé, quand on est confronté aux zapatistes depuis l'extérieur, moi en tout cas j'ai eu un peu un processus de décolonisation. J'ai l'impression qu'on est confronté aussi à d'autres façons de faire, à d'autres visions et d'autres façons de penser. Et je pense que c'est très riche dans ce sens-là. C'est riche dans le sens d'accepter en fait d'avoir affaire à des mouvements différents, à des cultures différentes. Et je pense que ça m'a beaucoup enrichi à ce niveau-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît les 7 principes zapatistes, mais pour moi, je trouve que clairement, maintenant, dans ma vie militante, c'est devenu aussi des boussoles, le fait de ne pas imposer. Et il y a beaucoup dans tous ces principes, en fait, je trouve qu'ils ont un sens hyper fort dans la pratique. Et puis j'essaye maintenant, pas forcément de les adopter à la lettre non plus de manière dogmatique ou quoi, mais j'ai l'impression que ça m'a enrichi à ce niveau-là, au niveau de faire attention aussi aux formes par rapport à avant. Je pense que c'est devenu beaucoup plus important pour moi le chemin qu'on parcourt pour arriver à une révolution que les idées en soi de la révolution. Par exemple, l'écoute, c'est une des choses que aussi les zapatistes m'ont beaucoup apporté, c'est apprendre à écouter l'autre, apprendre à pas vouloir imposer son point de vue, apprendre à aussi construire avec des personnes qui voilà, n'ont pas la même façon de penser que moi. J'ai l'impression qu'à la gauche ici, en Europe, mais en fait dans le monde entier, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, c'est cette capacité de pouvoir collaborer avec les autres. Et ça, malgré nos différences, malgré les choses qui parfois peuvent nous opposer, essayer d'avancer, de construire sans écraser les autres. Et bon, aussi, une des autres choses qui m'a particulièrement marquée, c'est évidemment le paradigme ou la notion de communauté qui est pas une notion qu'à la gauche, ici, on a très ancrée, malgré le fait qu'on fonctionne en collectif. J'ai l'impression que l'individu, enfin notre système, on va dire, politique et culturel de l'individualisation à outrance nous a quand même énormément marqué et puis c'est ancré dans notre façon de penser. Et donc les guerres égotiques ou les concurrences sont quand même, je trouve, à la gauche ultra présentes. Et pour moi, le mouvement zapatiste, c'est aussi quelque chose que ça m'a apporté cette réflexion-là et ça m'a permis de me remettre en question aussi par rapport à ces formes, ces dynamiques qu'on peut avoir dans nos gauches. Ouais, de donner à la communauté une importance plus importante, c'est ça qui a révolutionné, on va dire, ma façon de penser l'organisation.
Et puis, juste encore, concernant les modalités de décision et puis la place des femmes au sein du mouvement, voudrais-tu nous en dire quelques mots? Oui. Bon, depuis le soulèvement, il y a eu donc même en 93, un an avant le soulèvement, il y a eu la loi révolutionnaire des femmes. Et là, c'est l'égalité homme-femme, disons, basiquement. Elle n'est pas très longue, cette loi. Elle peut être trouvée sur Internet facilement. Et puis, elle est très basique. Mais donc, j'ai l'impression que depuis le début du mouvement, il y a cette volonté de faire participer les femmes autant que les hommes dans tous les domaines. Et à l'intérieur même du mouvement, il y a aussi, comme ils ont conscience aussi de la domination patriarcale et voilà, de l'inégalité homme-femme dans laquelle ils ont été élevés et dans laquelle ils ont grandi, que c'est aussi nécessaire pour les femmes entre elles de s'organiser à l'intérieur du mouvement. Mmh. Et concernant les modes et les outils décisionnaires, est-ce que l'on observe là aussi des singularités, l'autogestion, l'horizontalité, enfin des choses comme ça? Ouais, au niveau du gouvernement. Oui. Ouais. Oui, c'est assez rare qu'il y ait. C'est pas des personnes élues, donc c'est des personnes qui sont désignées, qui tournent. Donc c'est une charge en fait de faire partie du gouvernement et puis c'est un honneur. Enfin c'est vraiment une conception totalement différente de comme on pourrait voir nous ici. Le gouvernement, la politique. Ouais, c'est des usages différents, dans des représentations différentes. Ouais. Ils ont finalement ils réussissent à réinventer des imaginaires, j'ai l'impression. Oui, et à réinventer et puis à garder aussi leur culture propre, parce que c'est quand même je pense même des populations indigènes au Chiapas, je pense dans le reste du Mexique, qui sont pas zapatistes, fonctionnent aussi en assemblée. C'est un trait culturel aussi d'organisation, j'ai l'impression, de plusieurs cultures indigènes. Ouais. Alors, parmi ces pratiques opérationnelles, telles que tu viens de nous les décrire, le ZLN, donc c'est l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, est active depuis 1994 au Chiapas. Voudrais-tu nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'en penses-tu? Et qu'est-ce que tu as pu en observer? Ce que j'ai pu en observer, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut observer, c'est à travers des événements publics qu'ils organisent et dans lesquels ils invitent des gens de l'extérieur. Sinon, c'est assez difficile d'avoir accès, disons, au quotidien des zapatistes. J'ai voulu aller les filmer dans leur quotidien et donc là, c'est plus compliqué. On peut aller dans les caracoles, donc c'est des centres un peu, on va dire, comme une mairie. Enfin, c'est un peu un centre administratif. On peut aller taper à leur porte et puis leur demander si on peut rentrer, mais c'est pas dit qu'ils disent oui, et puis c'est souvent faut justifier sa demande, etc. Par contre, clairement, toutes les zones zapatistes, on peut voir qu'il y a des constructions, voilà, d'écoles, qu'il y a des centres de santé, et donc on peut constater dès qu'on passe, on va dire, en zone zapatiste, qu'il y a toutes des infrastructures qui sont autogérées, quoi. Mmh. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais... Non, si, c'est absolument parfait. Alors, tu l'as dit, l'image, c'est quelque chose qui te touche. On dit d'un dessin qu'il est parfois plus éloquent qu'en écrit. Par ailleurs, on connaît la qualité et l'acuité des communiqués des zapatistes, qui sont tout le temps extrêmement remplis de sens, mais sont également extrêmement agréables à lire. Mais voilà, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'image. Et pour commencer, quel est à toi ton rapport à l'image? Pour toi, est-ce que, en tant que photographe, que réalisatrice, est-ce que l'image doit servir à l'archive, à appuyer un combat, à le relater? À quoi peut servir l'image? Déjà, en tant qu'historienne, je pense que oui, et en tout cas, ça peut servir à l'archive, ça c'est sûr et certain. Et oui, en fait, j'ai envie de dire oui à tout. Je pense que l'image, elle peut servir aussi à relater un combat, à l'appuyer. Et oui, clairement. Et considères-tu,
Et là, on va justement en venir à une autre des singularités des zapatistes. Considères-tu que l'usage, que le traitement qui en est fait chez les zapatistes est-il égal en termes d'astuce et d'intelligence que celui qu'ils font du texte? C'est le préambule de la question qui est la suivante. Les zapatistes dissimulent leur visage. Pourquoi, selon toi? Alors voilà, les deux volets, c'est concernant cet usage de l'image qui est fait ou pas par les zapatistes. Et selon toi, pourquoi se dissimule-t-il le visage? Il faut quand même savoir que, je maîtrise pas énormément, mais j'ai quand même l'impression que la culture maya est une culture orale. Et donc, quand même, historiquement et puis culturellement, c'est pas forcément dans leur pratique que d'écrire des livres ou de faire des reportages photos, j'en sais rien au niveau de l'image exactement, mais j'ai l'impression que l'oralité, elle est importante. Donc ensuite, l'écriture transmet cette oralité aussi parce que on sait bien que leur site internet est vraiment, il y a énormément de textes quand même qui ont été publiés par eux, et je pense que c'est une façon pour eux de transmettre leurs paroles. Quant à l'image, maintenant, depuis 2014, c'est officiel, ils ont les Telsus Compass qui, on va dire, manient leur communication audiovisuelle. Mais avant 2014, au début de leur mouvement, je sais pas si vous voyez bien dans quelles conditions ils vivent les zapatistes, mais ils n'avaient pas de matériel pour prendre des photos ou pour filmer. Donc, ça n'a pas été une priorité. Ils dépendaient plutôt des journalistes indépendants ou des médias libres pour relater leur image. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a été moins investi dans leur histoire récente. Ouais. Et quant au fait de dissimuler leur visage, as-tu des... Par rapport au fait de dissimuler leur visage, quand ils se sont soulevés, ils ont dit un peu cette phrase qui est restée fameuse, qui dit on a dû se couvrir le visage pour qu'on nous regarde. Et je pense qu'il y a une dimension raciste, parce que clairement ça signifie que si un indigène n'a pas de passe-montagne, en fait on le regarde pas. Mais ça signifie, je pense aussi, ils préfèrent mettre l'accent sur la collectivité que sur l'individualité. Et que quand ils se sont soulevés, ils se sont prononcés collectivement finalement. Et c'est pas, le fait de gommer symboliquement l'individualité de chacun permet de mettre en avant l'intérêt du collectif. Je pense qu'il y a aussi une dimension qui est sécuritaire, parce qu'au moment du soulèvement, quand ils ont mis les passe-montagnes, clairement, il fallait pas qu'ils soient non plus identifiés par le pouvoir et qu'ils puissent être réprimés individuellement. Mais parce qu'on sait bien que d'ailleurs le pouvoir divise pour mieux régner, donc touche les individualités. Ouais, c'était surtout pour avoir une figure collective et puis pas une seule figure. Ouais. Alors, je pense que tu réponds déjà à la question suivante. Je la pose quand même et puis on verra ce que tu en dis. Alors, lâcheté, humilité, sécurité, selon qui parle. On sait les jugements à l'emporte-pièce qui ont cours lorsque l'on avance masqué. On l'entend lorsqu'il y a, lors de manifestations, des personnes qui dissimulent leur visage. Eh bien, on entend des propos un petit peu tous azimuts, souvent outranciers par ailleurs. Selon toi, alors, quel est le message qui est donné par cette pratique? Le fait, justement, d'avoir non pas un masque, mais un passe-montagne. Et est-elle unanime, cette pratique, et est-elle revendiquée? Oui, alors je pense qu'on peut dire qu'elle est unanime et revendiquée, ça c'est sûr. Que signifie-t-elle, et puis quel est le message donné par cette pratique? Forcément, ça va être de l'interprétation. Moi, ce sera à eux de répondre à cette question, mais en ce qui concerne la méfiance que certains peuvent avoir quand ils voient des personnes masquées ou dont le visage est caché, je pense que c'est surtout ceux qui se sont jamais frottés à la répression du pouvoir qui peuvent adopter cette méfiance, parce que j'ai l'impression que toute personne qui s'est un jour confrontée à une autorité puissante peut comprendre la volonté de vouloir faire l'union pour être plus fort.
Et clairement, se masquer le visage, c'est une façon de faire ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit lâche du tout de vouloir organiser une résistance collective. C'est même l'inverse. Et toute personne, encore une fois, qui l'aura expérimenté, il faut beaucoup de courage pour pouvoir tenter de s'organiser collectivement, de mettre son ego de côté ou ses intérêts personnels au profit des intérêts d'une communauté. Et j'ai une citation à ce propos de Jérôme Bachet, donc qui nous parle de la noblesse de l'humilité. Il y a dans l'esprit zapatiste une éthique de l'infériorité, une éloge de la faiblesse, un art de la défaite, une poétique de l'en bas. Non pas pour se complaire dans l'humiliation ou le misérabilisme, mais pour reconnaître la créativité de l'enfance, percevoir la noblesse de l'humilité et découvrir les savoirs cachés de ceux qui en semblent le plus dépourvus. Merci beaucoup pour cette citation. Alors, est-ce à dire que finalement, qu'importe qui est dessous, pourvu qu'on l'y soit résolument, indéfectiblement? Est-ce à dire que la personnalité est d'une certaine manière niée, ou n'est-ce pas ça? Oui et non. Je pense que en fait ça dépend d'où on se place, j'ai l'impression. Si par exemple donc on parle des zapatistes et puis on voudrait savoir qui est dessous, de notre point de vue, du point de vue extérieur, j'aurais envie de dire que oui, peu importe qui il y a dessous, parce que en fait s'ils ont mis le passe-montagne, c'est pour avoir un visage envers l'extérieur, et donc ce qui importe c'est leur visage collectif et donc leur voix collective. Après, je pense quand même que, bien sûr, que l'individu a une importance. On est aujourd'hui en train de rendre hommage à Zapata, et puis pas à tous les révolutionnaires. Enfin, quelque part, oui aussi, mais en tout cas, à une voix qui a été portée par un homme, mais qui portait une voix collective aussi. Et donc, bien sûr que je pense qu'il y a certaines personnalités qui importent, et puis que on a une responsabilité individuelle. C'est pas cette façon de se cacher le visage n'est pas une façon de se déresponsabiliser individuellement. Absolument. Mais, par contre, je pense que c'est important que sur la voie publique, il y ait si c'est une voie collective, ce soit une seule voix. C'est important. Merci beaucoup pour ces précisions-là. Alors, le passe-montagne, et puis ce sera la dernière question concernant cet objet. Alors, il est rendu iconique d'une certaine manière, hein, on le voit déjà. D'ailleurs, ça pourrait être une modalité de soutien au financement de la traversée, qui sait. Ouais. Alors, est-ce que ce passe-montagne rendu iconique devient-il une limite, ou, selon toi, est-ce qu'il reste un adjuvant, un accélérateur dans le message de l'EZLN ou des zapatistes? Franchement, leur première phrase, elle reste vraie quand même. J'ai l'impression qu'on continue de regarder les zapatistes aussi pour la différence qu'ils représentent. Et puis le passe-montagne en fait partie. J'ai l'impression que clairement ça rajoute à leur image, on va dire un peu spéciale comme ça. Ouais. C'est intéressant de voir que l'on gomme effectivement l'extraction de la personne, c'est-à-dire qu'elle soit indigène ou pas, pour en revendiquer justement l'existence de toutes ces différentes couleurs de la personne humaine. Je trouve assez intéressant cette manière de faire, et qui, à mon avis, touche les gens, quoi. Ouais. Ouais, je pense que les zapatistes, ils ont réussi une chose, en tout cas, c'est vraiment toucher le cœur des gens. Absolument. Alors, cet été, normalement, peut-on déjà l'annoncer, mais a priori le 15 juin, une délégation, notamment composée de nombreuses femmes, et une forte délégation zapatiste, dont on a déjà parlé et dont on reparlera, devrait accoster en Europe. Peut-être d'ailleurs aurons-nous la possibilité de parler justement de tout ce que l'on vient de dire avec les praticiennes et les praticiens concernés. Alors, c'est le 15 juin, est-ce que l'on peut d'ores et déjà dire que ces personnes-là, il est certain qu'elles vont arriver, qu'elles vont accoster en Europe? Je sais pas. Je sais pas à quel point on peut dire. En plus, c'est quand même... il va y avoir sûrement plein d'imprévus. Mais disons que c'est le but, oui, et c'est prévu que ça se fasse comme ça.
Donc on croise les doigts pour que le 15, ils arrivent en Europe. Et à ce moment-là, eh bien, c'est tout un itinéraire en Europe de rencontres avec les personnes d'en bas à gauche, si j'ai bien compris. Oui, ouais, je pense que toutes les personnes justement d'en bas à gauche européennes qui essayent d'organiser la venue des apatistes se réjouissent beaucoup. C'est un grand défi quand même qui nous ont lancé de nous challenger pour réussir à se coordonner au niveau européen. Et puis c'est quand même c'est une occasion en or, j'ai l'impression, pour pouvoir tisser des liens entre les luttes européennes entre nous. Enfin, moi je le vois en tout cas comme une opportunité vraiment d'unir des forces européennes en résistance. Et c'est tout un périple qui les attend en Europe avec des lieux et des dates clés par moment, mais de tout ça on reparlera un petit peu plus tard. Oui. Alors en tout cas, merci beaucoup Apolline d'avoir consacré du temps à ces questions. Pour en terminer, voudrais-tu nous dire si des personnes qui nous écoutent souhaitent apporter leur contribution, aider, se solidariser, je sais pas, peut-être pour dans l'accueil des personnes, il y aura probablement du logement, mais également il faut financer tout ça, peut-être des matériels. Voilà, comment est-ce que les personnes peuvent-elles s'y prendre ? Alors oui, vraiment, on est encore à la recherche de force, donc que ce soit collective ou individuelle, s'il y a des personnes qui sont intéressées à mettre la main à la pâte, voilà, comme tu as dit, les logements, ils sont pas encore tous trouvés. On est en train de vendre des jeux, donc au niveau financier, on récolte aussi de l'argent. On va faire des événements avant leur arrivée pour faire, on va dire, plus de publicité aussi par rapport à cette venue. Et pour tout ça, on a besoin d'aide, donc faut pas hésiter à nous écrire. Aussi, pendant la tournée, il y aura le site européen qui sera actif. Pour l'instant, il y a juste les communiqués qui sont présents, mais pendant la tournée, normalement, tous les événements seront relatés aussi sur ce site. Il s'appelle viajesapatista.eu. Donc en espagnol, ça fait VIAJEZAPATISTA.eu. Et pour notre adresse mail, on est organisé on va dire en cercle géographique, donc il y a une organisation romande, c'est Coordination Zapatiste Romande, donc ça fait coordination.zapatiste.romande@protonmail.com. Tout ça de toute manière est très clair. Je te remercie beaucoup Apolline et bon courage pour la suite des opérations. Merci beaucoup. Nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. www.libradio.org. Libradio, la radio qui rétablit l'équilibre.